Un philosophe a-t-il une vie? Doit-elle être racontée à ses lecteurs? Pendant longtemps, ceux qui s'intéressaient à Jacques Derrida n'ont rien su de lui, ou presque. Il y avait ses livres, très nombreux, ce concept qu'il a inventé, la déconstruction, devenu un signe de ralliement dans le monde entier, des traductions dans une 50aine de pays. Et puis, au fil du temps, les textes à la première personne ont commencé à apparaître, tout comme les récits enregistrés ou filmés. Il y avait aussi cette maison située à l'écart de Paris, à Ris-Orangis, où Derrida vivait et écrivait lorsqu'il n'enseignait pas aux quatre coins du monde. Et enfin, cette immense bibliothèque et les photos qui l'ont accompagné toute sa vie. Autant de traces qui dessinent non pas une autobiographie, mais le parcours d'une pensée enracinée dans les soubresauts du siècle. Un livre par lequel je souhaiterais suggérer qu'on commence, c'est Monolinguisme de l'autre. Un livre très personnel, d'une certaine façon, dans lequel Derrida parle de son rapport à l'identité, à sa propre identité, au sens de l'identité linguistique. Je suis un juif franco-algérien qui a été coupé de toute relation à l'arabe, à l'hébreu, qui ne parle que le français, et pour qui, néanmoins, la langue française, dont il explique qu'elle le fascine, qu'il en est complètement amoureux, comporte toujours un certain caractère d'étrangeté. L'amour fou pour la langue française, dans un pays où l'on parlait aussi l'arabe, et dans une famille où l'on aurait pu parler l'hébreu. Le prénom Jackie, donné à la naissance, l'enfance heureuse sous le soleil d'Alger, que rien n'aurait dû heurter si l'histoire ne s'en était mêlée. Finalement, pourquoi ne pas commencer par là, pour tenter d'approcher celui qui devint le philosophe des marges, des frontières et des déplacements? C'est en octobre 1942, où le premier jour de la rentrée, au lycée de Ben Aknoun, le surveillant général m'a appelé dans son bureau et m'a dit « Tu rentreras chez toi, tes parents t'expliqueront. » Et je n'ai rien compris, je dois dire. Et je voudrais, je m'efforce de reconstituer ce qui a pu se passer en moi à ce moment-là. Je ne comprenais pas. Ce que Jackie Derrida n'a pas compris ce jour-là, c'est que né juif en Algérie, il vient d'être déchu de la nationalité française par les lois antisémites de Vichy. Il a 12 ans. Il est rentré comme moi en 5e au lycée de Ben Aknoun, et c'est là qu'il m'a dit « mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller ». Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a dit « parce que je suis juif ». Je suis tombé des nues parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il n'avait pas le droit d'aller au lycée parce qu'il était juif. Il a pris un coup qui l'a envoyé à terre, mais il s'est relevé tout de suite et à partir de ce moment-là, il a compté que sur lui-même. Ce sont des scènes primitives, vraiment. C'est-à-dire ça devient comme des sortes de matrices de l'imagination, de la douleur, et ça se répète, et ça s'approfondit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on y revient et on le lit comme un livre. L'écriture, la grande affaire de la vie de Derrida. Laisser des traces dans la langue française, voilà ce qui m'intéresse, dira-t-il bien plus tard. L'adolescent d'Alger se rêvait écrivain,
les impératifs scolaires le font bifurquer vers la philosophie. Au fond, le passage à la philosophie, du point de vue en tout cas scolaire, universitaire, professionnel, s'est fait au moment où, en Hippocagne à Alger, j'ai compris que, n'ayant pas à ce moment-là étudié le grec, je ne pourrais pas préparer une agrégation de lettres, ce qui était ce qui me paraissait nécessaire à ce moment-là. Et donc, à partir de la classe de philosophie de l'Hippocagne, je n'ai plus pu séparer la littérature et la philosophie. Et au fond, dans tout mon travail ensuite, j'ai dû essayer de me rendre à la nécessité de cette alliance. Depuis l'Hippocagne d'Alger, l'entrée à l'école normale supérieure pour entreprendre une carrière de philosophe est impensable. À partir d'un certain moment, il fallait aller à Paris. Ce qui, sur le plan, je dirais, de l'essor, n'était pas mauvais, parce qu'il fallait aller plus haut, plus loin, etc. Et relever des défis. D'un autre côté, c'était une perte. C'était vraiment une perte du contact avec la terre natale. Et c'était un schéma vraiment colonial et impérialiste. Voilà. Et donc, on savait, quand on était en Algérie, on savait qu'on ne finirait pas. Et d'une certaine manière, qu'on ne reviendrait pas en Algérie, ni à l'Algérie. C'était une façon aussi de la désapproprier, de la déshériter. Et nous avec. Entre le modèle dit scolaire, grammatical ou littéraire d'une part, et la langue parlée d'autre part, il y avait la mer. Un espace symboliquement infini, un gouffre pour tous les élèves de l'école française en Algérie, un abîme. Je ne l'ai traversé corps et âme ou corps sans âme, mais l'aurais jamais franchi, autrement franchi. Pour la première fois, d'une traversée en bateau sur le ville d'Alger qu'à l'âge de 19 ans. Premier voyage, première traversée de ma vie, 20 heures de mal de mer et de vomissements, avant une semaine de détresse et de larmes d'enfants dans le sinistre internat du Basse-Grand, dans la cagne du lycée Louis-le-Grand. Les cagnes de Louis-le-Grand, les concours d'entrée à l'école normale, les concours d'agrégation, je dis au pluriel parce que j'y ai échoué au moins une fois dans l'un et l'autre cas, ont été des épreuves terrifiantes. Des moments d'angoisse, de fatigue à un degré que je n'ai jamais connu depuis. C'est des moments très durs. Naturellement, ce que j'accuse... quand je ne me plains pas seulement, ce que j'accuse, c'est le système de ces concours. La menace de la guillotine, en quelque sorte, c'est en tout cas comme ça qu'on le ressentait, a fait de ces années-là des années infernales pour moi. Enfin, une nouvelle vie commence pour celui qui a dû s'y reprendre à 3 fois avant d'être admis à franchir le porche du 45 rue d'Ulm de l'école normale supérieure. Dès ce premier jour d'octobre 1952, il est reçu par le responsable des étudiants de philosophie, Louis Althusser. Son rôle a été, pendant 30 ans, de préparer les promotions de normaliens à l'agrégation. Alors à l'époque, non seulement c'était un débutant, même s'il était brillant et ambitieux, et c'était un jeune professeur, et il avait très peu de différence d'âge avec ses élèves. Mais je crois comprendre qu'ils ont eu des rapports très affectueux. Bon. Althusser a dû avoir très tôt l'idée que Derrida était... parmi beaucoup de gens brillants de ces générations-là, le plus intéressant ou le plus fort comme philosophe, ou l'un des plus forts, parce qu'il... Bon. À l'école normale supérieure, reconnu par tous comme un philosophe d'exception, Derrida a encore une étape à franchir, celle de l'agrégation.
Sa hantise des concours ne l'a pas abandonnée. Et Louis Althusser joue un rôle essentiel, ne cessant de l'encourager et de le guider. Derrida, nous verrons ensemble le détail de ce devoir. Il n'aurait aucune chance de passer à l'agrégation. Je ne mets pas en cause la qualité de tes connaissances, ni ton intelligence conceptuelle, ni la valeur philosophique de ta pensée. Mais on ne les reconnaîtra au concours que si tu opères une conversion radicale dans l'exposition et l'expression. C'est le début d'une amitié indéfectible qui traversera les épreuves et le temps. Derrida noue également une relation forte avec Lucien Bianco, futur sinologue renommé, avec lequel il partage une chambre à l'école Redulme. Quand il m'a proposé d'être son coturne, j'étais pas seulement heureux, j'étais vraiment honoré. Je me disais, c'est le plus fort de la promo, quoi. Je le voyais écrire son mémoire, mais plus que ça, parce que j'étais son premier lecteur, ou plutôt auditeur, parce qu'il me demandait, quand il avait écrit quelque chose, il le lisait. Malheureusement, moi, je n'avais jamais entendu parler d'Husserl. Je n'avais jamais étudié Husserl-Lacan. C'est par lui que j'ai appris le nom et l'existence d'Husserl, et j'en étais à essayer de comprendre ce qu'il disait. Dans ces années-là, Derrida fait une autre rencontre essentielle. Il y avait souvent des grèves du pot à l'école. Il n'y avait pas de cantine. Et donc mon frère invitait 2 ou 3 internes qui n'avaient pas de famille à Paris. Et il y avait toujours Jacques parmi eux. Et peu à peu, j'ai pris beaucoup de plaisir Ensuite, j'ai organisé des bridge aussi. Voilà. Et puis un jour, je lui ai demandé de m'apprendre à conduire. Alors ça a été décisif. C'est dans des circonstances différentes que Derrida avait rêvé son retour au pays natal en 1957, 3 ans après le début de la guerre d'Algérie. Comme tous ses condisciples, il y fait son service militaire. L'agrégation de philosophie qu'il vient d'obtenir lui permet d'éviter l'usage des armes. Il sera enseignant dans une petite ville proche d'Alger, où il s'installe avec Marguerite, qu'il a épousée 1 an plus tôt. On habitait donc à Coléa, où il enseignait dans une école d'enfants de troupe. C'était des enfants d'anciens combattants français, etc. Mais la majorité, c'était des petits Algériens. On lui a coupé les cheveux, rasé la tête pratiquement. Il était furieux. Il a dit au type, au coiffeur, on te demande de faire un métier de con et tu fais du zèle. Et le type lui a répondu, tu verras la prochaine fois que tu passes entre mes mains, ce sera encore pire. Jacques voyait les autres professeurs dans les conseils de classe sans qu'il y ait des contacts amicaux. Il n'y en avait pas un avec lequel il pouvait s'entendre. Mais c'était vraiment une scission, une coupure politique, quoi. Je me souviens, il m'avait écrit donc au moment même, en mai 58, quand tout se passait à Alger, et une très longue lettre où il me décrivait l'atmosphère de ces profs pieds noirs qui le hérissaient, le rendaient malheureux. On était anticolonialistes et c'était ça le problème. C'était la mauvaise conscience de faire partie de cette armée coloniale qui réprimait une guerre d'indépendance. Il était très, très isolé et il le vivait, oui, dans le drame, de façon tragique presque, je crois. Il arrivait jusqu'au dernier moment qu'un statut soit inventé. Qu'on invente quelque chose en Algérie qui permette aux Français de rester là-bas. Il était convaincu que c'était possible. Jusqu'au bout, Jacky y aura cru, exhortant ses parents à rester dans la maison chérie d'El Biar. Mais quand en 1962, l'indépendance de l'Algérie est proclamée, la politique de terre brûlée menée par l'OAS
ne laisse plus aucune chance aux solutions de compromis. Comme tous les Français d'Algérie, la famille Derrida, rapatriée, abandonne sur place ses biens. L'idée, par exemple, que les Français auraient pu rester, c'était un rêve. Ces revenus sans cesse, c'était quand même un fantôme très important dans son histoire, dans son existence, dans sa pensée. La rupture avec l'Algérie restera une douleur jusqu'à la fin de sa vie. Cette nostalgérie, comme il l'appelle, alimentera ses réflexions autour du vivre ensemble, suscité par le régime d'apartheid en Afrique du Sud ou le conflit israélo-palestinien. J'étais pour la souveraineté de l'Algérie, je suis pour la souveraineté de la Palestine, etc., etc. Cela dit, je regrette néanmoins que cette fascination inconditionnelle pour la souveraineté donne lieu à des formes d'État-nation dont je voudrais qu'ils soient périmés. C'est-à-dire j'aurais préféré d'une certaine manière que Israël et la Palestine trouvent un moyen de gérer ensemble leur souveraineté commune, d'avoir une capitale commune, qu'ils trouvent une autre problématique. J'aimerais qu'il y ait une autre problématique, même entre l'Algérie et la France. Bien que j'ai approuvé le mouvement d'indépendance, j'aurais préféré qu'il y ait un autre type d'accommodement dont les Algériens auraient moins souffert d'ailleurs, et qui aurait fait fi avec la rigide inconditionnalité de la souveraineté. Mon adolescence a duré jusqu'à 32 ans, expliquait Derrida. 32 ans, l'âge auquel il publie son premier ouvrage, L'origine de la géométrie. L'âge aussi auquel il décide de modifier son prénom. Jacky devient Jacques. Une décision qui n'a rien d'anecdotique. En trouvant que Jacky n'était pas un prénom d'auteur possible, en choisissant en quelque sorte un demi-pseudonyme proche du vrai prénom, certes, mais très français, chrétien, simple, j'ai dû effacer plus de choses que je ne pourrais le dire en 2 mots. Dès sa sortie, L'origine de la géométrie est remarquée et acclamée par le milieu philosophique et littéraire. Nous sommes en 1962. Le coup de théâtre a été la publication par Derrida de sa traduction et de son commentaire d'un petit essai de Husserl, aujourd'hui très célèbre, qui s'appelle L'origine de la géométrie. Mais l'introduction de Derrida était beaucoup plus longue que le texte de Husserl lui-même. C'était un livre, en fait. Bon. Le paysage de la phénoménologie française était dominé par 2 très grandes figures, 2 immenses philosophes, bien sûr, qui étaient Sartre et Merleau-Ponty. Bon. Et ce livre était une alternative complète à ce que Merleau-Ponty avait écrit sur le même sujet. Une nouvelle collection paraît aux éditions du Seuil. Elle est créée, elle est animée par le groupe Tel Quel. Le voici. Oui, enfin, je crois que Tel Quel a eu ceci de particulier, que c'est une revue qui a été fondée, en somme, contre l'esprit de vulgarisation, si vous voulez. Et aucune revue ne nous satisfaisait, aucune revue ne nous paraissait, au fond, assez rigoureuse, donnait la place aux textes assez formés que nous souhaitions lire. C'est l'époque, au début des années 60, où je m'intéresse beaucoup à la philosophie. Et j'essaye déjà de discerner comment on pourrait rapprocher, ce dont je m'occupe, déjà, la littérature de la philosophie. Et puis, je vois un livre aux presses universitaires de France qui s'appelle L'origine de la géométrie, avec la préface d'un inconnu parfait qui s'appelle Jacques Derrida. Je lis ça, je trouve ça très, très, très fort. Et ce qui m'attire tout de suite, c'est que je vois qu'il se permet, d'une façon très neuve, de rapprocher Husserl de Joyce. Comme je m'intéresse à Joyce, je me dis, tiens, voilà quelqu'un qu'il faudrait que je connaisse. Solers, qui anime Tel Quel, la revue littéraire que le tout Paris s'arrache, propose à Derrida d'y collaborer. Le philosophe consacre son article à Antonin Artaud, auteur à l'œuvre encore mal connue. C'est pour lui l'occasion de sortir d'un milieu académique dont il a toujours voulu repousser les frontières et d'affirmer d'emblée sa passion pour la littérature.
Artaud a voulu que fût soufflée la machinerie du souffleur, faire voler en éclats la structure du vol. Il fallait pour cela, d'un seul et même geste, détruire l'inspiration poétique et l'économie de l'art classique, singulièrement du théâtre. Restaurer le danger en réveillant la scène de la cruauté. Telle était du moins l'intention déclarée d'Antonin Artaud. Derrida, amoureux de la langue française, Derrida, écrivain, est immédiatement repéré comme un philosophe en dehors, ou du moins à côté de son champ. Cette singularité, il l'affirme en force avec la publication dans la seule année 1967 de 3 livres majeurs. L'écriture et la différence, de la grammatologie, où apparaît pour la première fois le concept de déconstruction, et la voix et le phénomène. Quand j'ai lu La voix et le phénomène, j'ai eu vraiment une impression que tout simplement j'avais jamais eue, c'est-à-dire l'impression qu'il y avait un philosophe vivant là, ou qu'il y avait une vie philosophique réelle, ce que je n'avais pas éprouvé en lisant les autres contemporains, mais tout d'un coup, je lis quelque chose, je me dis, là, c'est là que la pensée est en train de se faire maintenant. Tout ce qu'il a articulé, qui a pris des noms ensuite, quand il a commencé à écrire, ça ne s'appelait pas déconstruction, mais toute sa pensée était déjà là, déstabilisante pour tout ce qui se considérait comme... tout ce qui se présentait comme un. La pensée métaphysique traditionnelle, mais ça veut dire aussi la pensée juridique, est construite sur des dichotomies, sur des antithèses. Il y a les personnes et les choses, par exemple, dans Marx, ou à un niveau plus abstrait, il y a l'intérieur et l'extérieur. Alors le travail philosophique de Derrida, qui est un travail technique, évidemment, qui n'est pas facile à vulgariser, consiste toujours à déstabiliser ce genre d'antithèse. C'est-à-dire finalement à ouvrir la possibilité de penser des choses qui ne sont ni l'un ni l'autre. Cette pensée, qui questionne les grands textes et remet en cause les concepts fondateurs de la philosophie, se heurte de plein fouet aux convictions idéologiques extrêmement tranchées des années 60. À l'école normale, Jacques Derrida, tout juste embauché comme répétiteur, a bien du mal à se faire entendre par les jeunes philosophes marxistes, à qui Louis Althusser propose de relire le Capital. Plus tard, se rappelant de cette période, Derrida évoquera le terrorisme intellectuel des althusériens de la rue d'Ulm. Le projet philosophique de Derrida, c'était un projet philosophique très très différent du nôtre et virtuellement critique. Bon, Sartre avait dit le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps, et nous on était en train de matérialiser la chose. C'était quand même une façon d'expliquer que le marxisme touchait la vérité, qu'il y avait une science de l'histoire. Une science de l'histoire et une philosophie qui était capable d'en démontrer la vérité. Bon. Et c'est pas du tout ce que pensait Derrida. Bon. Je n'ai pas dit non à 68. J'ai défilé dans la rue, j'ai organisé la première assemblée générale de l'école normale. Mais mon cœur n'était pas sur les barricades, à tort ou à raison. Je pense qu'il n'était pas homme à savourer les grands mouvements de foule. Et donc je crois qu'il est resté un petit peu sur le bord à observer les événements. Comment peut-il être présent ? Il est réformiste, il est social-démocrate. Pour lui, la révolution, elle est dans les textes, elle est dans les mœurs, donc en effet, mais il est très attentif. Il n'y a absolument aucun doute que Derrida était de gauche, mais ce n'était pas un révolutionnaire. Nous, on était ou on croyait être des révolutionnaires. Bon. Est-ce de son retrait par rapport au mouvement de mai 68 que vient l'image d'un Derrida indifférent à la chose politique ? Peut-être. Il faut dire qu'au moment même où le quartier latin est à feu et à sang, Derrida s'installe dans une zone pavillonnaire de Rissorangis avec Marguerite et leurs 2 jeunes fils, Pierre et Jean. Une adresse qu'il ne quittera plus. Je trouvais que c'était un peu loin de Paris, et c'est un peu loin de Paris.
Mais c'était le seul moyen d'avoir de l'espace, en particulier pour les livres. Alors il y avait les enfants, il y avait 2 enfants à ce moment-là, et puis les livres. C'est vrai. Loger les livres est toute une histoire. Moi, je dirais que Ries, c'était aussi une manière de rester à distance, quand même, du centre. Hein. Le centre, vous voyez bien, Paris, ça veut dire l'université, les institutions, et aussi un peu quand même les salons. Derrida se tenait plutôt en retrait de ça. Au cours de ces années 70, Derrida s'impose comme un maître à penser qui commence à être invité partout dans le monde. Il sidère, non seulement par l'intensité du rythme de ses publications, mais également par l'incroyable inventivité dont fait preuve chacun de ses ouvrages. Comme si, à chaque pensée nouvelle, il fallait trouver une forme adéquate. Je pense qu'il a eu une forte tentation littéraire, comme il le raconte par exemple dans Glas. Il a gardé en philosophie les formidables ressources du poétique. Et donc sa philosophie s'est tissée tout de suite d'un énorme travail sur le signifiant. Et là, il a introduit, en tout cas dans le champ de la philosophie s'écrivant en langue française, des troubles, des richesses supplémentaires. La fleur épanouie, achève, consacre le phénomène de la mort dans un instant de transe. La transe est cette sorte de limite, transe, partition, de cas unique, d'expérience singulière où rien n'advient, où ce qui surgit s'effondre en même temps. La fleur, la transe, le simul de l'érection et de la castration, où l'on bande pour rien, où rien ne bande, où le rien bande. Auteur d'une œuvre inclassable, Derrida invente un nouveau rapport à ses lecteurs en s'opposant systématiquement à la publication de toute photographie de lui. Je croyais que le discours que je tenais, que ce que j'écrivais sur l'écriture, sur la littérature, sur la chose littéraire, etc., devait conduire socialement et politiquement à la défétichisation de l'auteur, et notamment de l'auteur tel qu'il apparaît dans les codes de la photographie publique, c'est-à-dire l'image de l'auteur, le portrait de la tête, quelquefois sur un fond de livre, comme ici, ou bien en train d'écrire. Je trouvais ça d'abord ridicule, comique, et relevant de conventions sociales avec lesquelles je voulais rompre. Après s'être tenu à l'écart de la scène publique pendant 20 ans, Derrida brise son vœu pour mener à bien un combat politique qui lui est cher. C'est en juin 1979 que ses premiers portraits sont publiés. À la tête des États généraux de la philosophie, Derrida défend l'enseignement de la philo dès l'entrée au collège. Comprenant que l'écho des médias donne du poids au rassemblement, il accepte les flashs des photographes. Le philosophe est encore loin de la médiatisation qu'il va connaître 2 ans plus tard. Co-fondateur avec Jean-Pierre Vernant d'une association d'intellectuels européens qui soutient les dissidents au régime communiste tchécoslovaque, Derrida part enseigner clandestinement à Prague en décembre 1981. Il y est allé le premier. Et naturellement, la police tchèque, police politique, était au courant de tout et a essayé d'écraser la chose dans l'œuf par une intimidation violente. J'ai été officiellement inculpé de production et trafic de drogue. Jacques Derrida, le philosophe français, est rentré ce matin à Paris par le train après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans les prisons tchécoslovaques. Au cours de son séjour à Prague, Jacques Derrida avait eu un certain nombre de contacts avec des écrivains, des philosophes tchèques, en particulier des membres de la fameuse Charte 77.
machination, répond le philosophe, qui venait apporter son soutien aux contestataires de la charte des 77. Jacques Derrida... Si les présentateurs des journaux télévisés hésitent encore sur la façon de prononcer son nom de famille, les caméras se bousculent à son retour, gare de l'Est. Allez vous jeter dans la gueule du loup. Peut-être. Piégé par le régime communiste tchèque qui l'a jeté en prison, les premiers mots de Derrida sont un hommage aux intellectuels pragois opprimés qu'il est allé soutenir. Bon, il y avait la Pologne, au contraire. Je tenais à saluer ceux qui luttent de manière héroïque, c'est-à-dire obscure et anonyme. Obscure et anonyme, s'il vous plaît. Hein, contre la violation des droits de l'homme, contre toute la violation des droits de l'homme en Tchécoslovaquie et ailleurs. Après que la France entière a découvert au journal de 20 heures son visage dans des circonstances rocambolesques, le philosophe va passer, comme souvent chez lui, du rien au tout. Il va dire oui à toutes les photos, les reportages, les entretiens. Il accepte même de donner la réplique en 1982 dans un film de fiction à la jeune comédienne Pascale Augier. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes? Ici, le fantôme, c'est moi. L'Amérique, c'est la déconstruction, aimait déclarer Derrida dans une de ses pirouettes éblouissantes dont il avait le secret, pour aussitôt ajouter que la déconstruction n'était pas un nom propre. Le lien n'est pourtant pas fortuit, puisque c'est grâce à ce concept que Derrida va connaître un succès aussi foudroyant qu'unique en son genre, outre-Atlantique. Là-bas, l'aventure débute en octobre 1966, lorsque s'ouvre le prestigieux colloque de Baltimore, destiné à faire découvrir aux Américains la nouvelle génération des penseurs français. Barthes, Lacan, Deleuze, Foucault et le jeune Derrida. Ce colloque qui a eu lieu à Baltimore avait fait venir ce qu'on appelait à l'époque tout le structuralisme français. Et ça a été un événement. Baltimore est un grand moment parce que c'est l'entrée de ce qu'on appellera plus tard la French Theory dans toutes les universités américaines. Le troisième jour du colloque, Derrida prononce une intervention qu'il dira avoir écrite en 10 jours. C'est aujourd'hui encore l'un des textes les plus lus de la French Theory. Ce qui s'est passé avec Derrida, pour les étudiants qui étaient là, mais aussi pour les enseignants, c'est qu'au moment où était présenté le structuralisme aux États-Unis, c'était l'objectif du colloque, Derrida était déjà en train de le déconstruire. Et nous l'avons compris. Nous n'avions aucune idée des conséquences, ni de ce qui allait se passer ensuite, mais il était clair que le discours de Derrida sortait de la norme. Ça m'a donné envie de me mettre à étudier sérieusement, à une époque où nous préférions manifester contre la guerre du Vietnam. À ce moment-là, quelque chose s'est passé qui nous a tous vivement intéressés. Aux États-Unis, on est à la veille des révoltes étudiantes et sa pensée apparaît comme quelque chose qui met en cause l'académisme, les vieilleries, sur la manière de lire les textes. Derrida mettait à la moulinette de la critique tous les grands textes sacrés et il les violait en quelque sorte, mais de façon tellement intelligente. Donc l'instrument critique de Derrida, ça permettait tout de même de sortir des dogmes. C'est aussi à Baltimore que Jacques Derrida est repéré par un enseignant spécialiste en littérature, Paul Deman, un homme qui fera énormément pour l'introduction de la déconstruction aux États-Unis. C'est Paul Deman, mon directeur de thèse, qui m'a parlé de Derrida en premier. Et il m'a dit, c'est quelqu'un qui va tout changer. Cela peut paraître surprenant à entendre aujourd'hui, mais pour moi, la découverte de Derrida était liée à cette capacité d'aller au-delà de la théorie, au-delà de la philosophie, de pénétrer des domaines plus concrets.
Ce qui était alors primordial à mes yeux, c'était la problématique du langage. Problématique sur laquelle Derrida ouvrait un discours global qui pouvait questionner, à travers le langage et le symbolisme, de nombreux aspects de la société, y compris la politique. Je crois que c'est à l'université de Yale que Paul Demant et quelques autres ont diffusé le travail de Jacques. C'est à ce moment-là qu'il est devenu une figure intellectuelle célèbre ici. Quand vous enseignez à Yale, ça veut vraiment dire quelque chose. La diffusion de la pensée de Derrida, s'appuyant sur son concept le plus célèbre, la déconstruction, se répand comme une traînée de poudre aux États-Unis. Et le philosophe devient un visiting professor que l'on s'arrache sur les campus. Ce que l'on appelle déconstruction nous obligeait à sortir de notre relation respectueuse au texte et nous autorisait à les transgresser. Quand Derrida explorait les frontières de la philosophie, de la littérature, de la psychanalyse, de la politique, de l'architecture, du droit, il mettait l'accent sur certains aspects de tel ou tel champ, et c'était incroyablement stimulant. Ce qu'il faisait avec ces textes, c'était d'abolir les frontières des savoirs de l'université. De nouveaux domaines comme les gender studies, queer studies, postcolonial studies se nourrissent de la déconstruction pour s'imposer dans une université américaine très sensible aux évolutions culturelles. Si les gender studies ou d'autres, ou les critical race studies s'emparent avec prédilection de la déconstruction. C'est parce qu'ils sont en guerre contre l'identité, l'identité nationale, l'identité sexuelle, l'identité morale. C'est plutôt l'idée de la différence que celle de la contradiction qui se met à fonctionner. Tandis que Ronald Reagan danse avec Margaret Thatcher sur l'air du néolibéralisme triomphant, l'autre Amérique s'attache à la déconstruction comme une force de résistance. Bientôt, Derrida devient incontournable de New York à Los Angeles. Il inspire même le titre d'un film de Woody Allen, Deconstructing Harry, et des auteurs de bande dessinée. Dans les années 90, pour un étudiant français lisant un livre de Derrida, 10 Américains l'ont parcouru et le citent. L'université d'Irvine proposait le seul vrai cursus qui deviendra ce qu'on appelle aux États-Unis théorie de la critique. Cela combine la littérature et la philosophie et ça l'a intéressé évidemment. Il a été très bien accueilli. Il venait pendant 5 semaines chaque printemps et ils ont dû lui trouver un amphithéâtre parce que la salle de classe qu'ils avaient prévue à la base était trop petite. Son bureau était proche du mien et on pouvait voir des étudiants, des enseignants ou même des personnes venant de Los Angeles, de Chicago et d'ailleurs qui venaient l'écouter et voulaient lui parler. Listening to you speak just elucidated your text just so much. Thank you. Thank you. But I just wanted to meet you. No, thoroughly. Thank you. I've read your novel, one of your novels before. I just wanted to hear you speak so I could understand it better. Ici, il y avait un vrai amour, un enthousiasme presque enfantin et naïf envers Derrida. Par exemple, après le séminaire, nous sortions tous dehors pour dîner. Et puis nous le raccompagnions vers sa maison. Et il disait, « Et maintenant, je dois fermer la porte. » Et il la fermait, pendant que nous disions tous « Au revoir !» C'était un chœur de voix plaintive qui le saluait. Et vous pouviez voir combien il en était étonné.
En même temps, ce qui était touchant quand il disait « Maintenant, je vais refermer la porte », ce n'était pas seulement parce que cette perspective nous paniquait, mais parce qu'il citait la fin de la parabole de Kafka dans Devant la loi. Il était la loi, il devait refermer la porte, et la loi disait que nous devions nous séparer à présent. Avec Jacques Derrida émerge une figure inédite, celle de l'intellectuel mondialisé qui doit sa célébrité à son rayonnement international, alors qu'il apparaît comme le mal-aimé de l'université française. On a une tradition académique de la philosophie depuis toujours très installée. Et dès qu'il y a des philosophes comme Foucault ou Derrida, ou d'ailleurs Deleuze, qui sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'enseignement strict de la philosophie, ils sont considérés comme des littéraires en France. Et c'est pas accepté parce que ça n'est pas les canons classiques. Je pense que l'institution traditionnelle lui a fait payer lorsque il a cru pouvoir présenter une candidature à des postes dans l'université. Il n'a pas été reçu, ce qui est finalement tout à son honneur. C'est-à-dire que c'est à la fois un scandale et en même temps ça lui revient comme finalement un honneur à l'envers, quoi. C'est grotesque. C'est lui qui a eu je ne sais pas combien de doctorats honoris causa à l'étranger, il n'était pas reçu dans les institutions françaises. Bon. La France n'aime pas que ce qu'elle n'a pas reçu soit applaudi ailleurs. Donc Derrida en a pâti, surtout médiatiquement. Pourquoi tant de chichi? Pourquoi des prises de position éthiques ou politiques aussi peu nettes? Pourquoi l'œuvre de Heidegger tient-elle Derrida en respect, comme l'épée sa victime? C'est en ces termes violents qu'un long article dans Libération met en cause Jacques Derrida, dont les travaux ont toujours accordé une place déterminante à Heidegger. Le motif? La publication en 1987 d'une biographie de Victor Farias, revenant sur le soutien du philosophe allemand au parti nazi pendant la guerre. Derrida se sentait profondément blessé, savait que ce livre l'attaquait. Pourquoi? Parce que ce livre attaquait aussi toute la descendance heideggerienne, sans faire le tri entre les heideggeriens qui avaient masqué le nazisme, ceux qui ne l'avaient pas masqué. Il était accusé de ne pas avoir vu que Heidegger était nazi. Ça, c'était une accusation ridicule. Bien sûr qu'il l'avait vu. Le mot déconstruction vient du terme Destruktion, utilisé par Heidegger dans son livre Être et temps. En Allemagne, dans un pays qui fait de l'héritage de la Shoah une question fondatrice, l'affaire fragilise Derrida, jusqu'alors philosophe le plus apprécié parmi les Français. Zunächst einmal muss man feststellen, dass diese Tout d'abord, on constate que ce point de vue idéologique sur la déconstruction, on ne peut pas le prendre au sérieux sur le plan philosophique, car il n'y a pas d'argumentation. Par ailleurs, l'interprétation politique et idéologique qui en est la conséquence a conduit à une véritable exclusion de Derrida. Et montre non seulement qu'on ne l'avait pas lu sérieusement, mais qu'on n'avait pas l'intention de le lire. On croyait avoir compris les grandes lignes de sa pensée et pouvoir passer à autre chose. On estimait qu'il n'était pas nécessaire de s'y attarder plus longuement. On répétait: Derrida est dans les pas de Heidegger. Comme lui, il n'est qu'un obscurantiste, un opposant à la philosophie des Lumières, un irrationaliste. Au fond, il ne cherche pas à avancer des arguments philosophiques dont on pourrait débattre. Et donc, c'est un néoconservateur, voire pire, un proto-fasciste. Derrière tout ça, il y a évidemment la question de savoir si la philosophie est la même chose que la morale. Heidegger ayant été un salaud, sa philosophie n'a ni intérêt, ni valeur, ni utilité. Bon, bah c'est pas vrai. Tout simplement pas vrai. La philosophie, c'est pas la morale. Tandis que Derrida fait face aux amalgames ravageurs en Europe, un autre scandale éclate aux États-Unis.
Cette fois, c'est Paul Demont, l'homme grâce auquel la déconstruction a été introduite en Amérique, qui est mis en cause. Paul Demont, c'est pas la même chose que Heidegger. Ce sont des textes collaborationnistes d'un jeune homme très jeune, qui écrit dans la presse, puis qui après n'a plus aucun lien avec ça. Donc, la question Heidegger est une chose, la question Paul Demont en est une autre. Mais avec les médias, on pense les deux en même temps. Pour les détracteurs de Derrida aux États-Unis, l'occasion est trop belle. Dans Newsweek magazine, un article accuse la déconstruction dans son ensemble d'être un vaste projet d'amnistie pour les politiques de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. L'extrême violence des attaques contre la déconstruction a-t-elle eu une influence sur le philosophe? Derrida niera toujours l'idée d'un avant et d'un après l'affaire Heidegger. Et pourtant, à partir du début des années 90, dans son séminaire parisien de l'École des hautes études intitulé « Questions de responsabilité », il aborde des thèmes qui collent à l'actualité. Il travaille sur la peine de mort, contre laquelle il s'engage publiquement, l'hospitalité défendant la cause des sans-papiers, le témoignage, ou encore le pardon. Les 4 personnages présents, je rappelle, Hegel, Mandela, Clinton et Tutu, en savent tous un brin sur le pardon, l'amnistie, le parjure, le repentir, la réconciliation, et nous les écouterons témoigner. Le mot de la réconciliation, das Wort der Versöhnung, non pas le mot réconciliation, mais le mot de réconciliation, c'est-à-dire le mot de la réconciliation. Autrement dit, le mot par lequel on engage la réconciliation, par lequel on offre la réconciliation en tendant la main, le premier. Donc, le mot de la réconciliation, c'est l'acte, le speech act, par lequel, d'un mot en parlant, d'un mot qui est une parole, on entame la réconciliation, on offre la réconciliation en s'adressant à l'autre. Ce qui veut dire au moins qu'avant ce mot, eh bien, il y avait la guerre. Jacques Derrida, enfin reconnu en France comme un immense philosophe, devient celui dont on écoute le cheminement de la pensée. Et les étudiants du monde entier se bousculent à son séminaire du boulevard Raspail pour y assister. 20 ou 30 minutes avant le début du séminaire, il était impossible d'entrer dans la salle. Je me rappelle de gens qui repartaient car même les marches étaient occupées. Et Derrida avait une présence très forte. Sa façon de proposer ses séminaires, leurs thèmes, c'était une pensée en train de se faire. C'était ses pensées à cet instant. Ce n'était pas qu'un professeur de philosophie qui répétait ses connaissances passées. C'était quelqu'un qui créait la pensée au moment même. Derrida était, je crois, beaucoup moins elliptique dans ses conférences ou dans ses séminaires qu'il ne l'était dans ses écrits. Mais ces séminaires avaient cet élan philosophique, cette liberté philosophique, cette disposition à penser et à repenser sans détour. Plus que jamais scrutateur et penseur du monde dans lequel il vit, Derrida analyse les incroyables mutations de la fin du XXe siècle. How much? 18 years. Yes, that was his Après la chute du mur de Berlin, il rappelle l'importance de lire Marx et de penser le marxisme au moment même où le monde entier enterre le communisme. Puis il publie, après l'attentat des Twin Towers à New York, un texte coécrit avec le philosophe allemand Jürgen Habermas pour une politique extérieure européenne forte, rempart d'une Amérique hégémonique entrée en guerre contre l'Irak. Il écrivait tout le temps.
Il écrivait tout le temps. Il avait le sentiment qu'il n'arriverait pas à dire tout ce qu'il avait à dire. Qu'il fallait qu'il y consacre chaque instant de sa vie. Et c'était vraiment ça, c'était la menace de la mort avant qu'il ait fini de dire tout ce qu'il avait à dire. Je me demandais juste, Jacques Derrida, si après avoir écrit énormément de livres, et en étant le philosophe que vous êtes, l'idée de mourir était plus supportable. Non. Là, je peux répondre d'un seul mot. Par oui ou par non? Non, je ne pense... Je suis naturellement... Non, ça c'est l'insupportable absolu. N'empêche que, pour répondre directement à votre question, avoir publié des livres n'aide en rien devant la mort. Et c'est la pensée, pour moi, la pensée la plus constante. Ah oui, l'obsession permanente. De tous les instants. Il pouvait pas partir. Il n'avait aucune raison de partir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il a fait cette chose quand même très remarquable, d'écrire ce petit billet qu'il a demandé à Pierre de lire à son enterrement, et où il parle au présent. Donc il a quand même confié à son fils la voix disant au présent une phrase de lui, et où il dit « d'où que je sois ».